végétal local. Alors, bienvenue d'abord, merci d'être là. Je fais une toute petite intro avant de laisser la parole à Emma. Voilà, donc ici, en région méditerranéenne, il faut reconnaître qu'on est très touché par les effets du changement climatique et notamment les hausses températures. Il y a un micro, non? Je parle plus fort. On est au milieu. Donc les hausses de température, les sécheresses, les feux de forêt, les montées des eaux, on connaît. Ce qui induit inévitablement une baisse de la biodiversité et une adaptation du coup plus sensible des végétaux à la sécheresse. Alors cette perte de diversité biologique, elle est aussi aggravée par notre façon d'aménager le territoire, l'artificialisation des sols, la fragmentation des milieux naturels, ou encore l'utilisation de pesticides dans le monde agricole qui nuit autant à la faune qu'à la flore. Alors devant cette prise de conscience et la nécessité d'agir, l'utilisation de végétaux locaux, sujet de ce soir, est une des réponses pour restaurer les écosystèmes et leur fonctionnalité. Il faut dire que l'identité de notre territoire, en tout cas dans le Gard, elle est faite notamment de sa végétation, les arbres, les arbustes, les fleurs, les herbes. Et en introduisant des espèces végétales à l'appartenance locale vraiment avérée, en fait, on favorise la diversité génétique sauvage des plants, qui est garante d'une meilleure résistance aux aléas du climat et garante d'un renforcement de la biodiversité. Alors par végétal local, on entend un végétal issu de graines de la flore locale, sauvage et indigène, récolté et élevé localement, dont la traçabilité est garantie. Alors, notre invité reviendra bien sûr. Ces graines, elles peuvent être utilisées dans divers endroits, des fossés au jardin, en milieu urbain, en milieu périurbain, en milieu agricole, elles peuvent en fait être utilisées partout. Et il faut savoir que tout le monde peut s'en emparer, les collectivités, les gestionnaires d'espace, les entreprises, les citoyens que nous sommes. On peut tous utiliser des végétaux locaux certifiés et ainsi soutenir la filière, les filières locales. Alors justement, la filière de production de végétaux locaux, elle est un peu naissante, hein, et surtout dans notre région méditerranéenne. Et il n'existe qu'un petit nombre de producteurs d'arbres et d'arbustes. Et quant à la filière de fleurs, elle est au stade expérimental. Pour que ces filières puissent se développer et répondre donc à la diversité des besoins, il est nécessaire que les utilisateurs s'engagent. Alors, donc, dans le cadre de nos missions de sensibilisation, nous avons donc souhaité organiser cette conférence ce soir pour vous faire découvrir ce dispositif novateur, ses enjeux et son fonctionnement. Et pour cela, nous remercions Emma Garat, qui est ingénieure agronome, chargée du projet Fleurs locales au Conservatoire des espaces naturels Occitanie, qui va vous présenter le sujet. Et cette conférence est aussi organisée pour vous, et vous pourrez poser les questions après son propos. Du coup, bonsoir à tous. Comme Myriam l'a dit, je m'appelle Emma, je travaille au Conservatoire des espaces naturels Occitanie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la structure. Si vous ne connaissez pas, il y a des bâtiments, des flyers, c'est tout dehors. Mais en gros, c'est une association qui a pour objectif de connaître, préserver et protéger, on va dire, les milieux naturels. Et en fait, on a c'est une association en fédération, pardon, et qui couvre tout le territoire français. Donc nous, en Occitanie, on a eu la chance de travailler sur un projet qui s'appelle Fleurs locales, que Myriam vous a un peu introduit. Et c'est dans le cadre de ce projet que j'interviens aujourd'hui. Donc je vais reprendre un peu tous les éléments qui ont été évoqués par Myriam pendant la présentation. Donc d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment ces végétaux locaux et pourquoi ce sont de vrais outils pour restaurer les écosystèmes. On parlera ensuite
ensuite un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans la filière, hein, qui produit des végétaux, est-ce que ça existe déjà, où est-ce qu'on peut en trouver. Et puis je vous parlerai un peu du projet et du travail qu'on a mené ensemble pour vraiment mettre à disposition ces végétaux pour tous. Et enfin, on discutera un peu de comment, à votre échelle, vous pouvez contribuer à restaurer la biodiversité grâce à ces végétaux. Partie 1. Donc ça, bon, je ne vous l'apprends pas, on dit un effondrement de la biodiversité. Mais avant tout, j'aimerais bien qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est la biodiversité. Donc c'est vraiment les êtres vivants et leurs interactions, et les milieux dans lesquels ils vivent. Donc quand on parle d'effondrement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment une grande perte de biodiversité. On perd des espèces animales, on perd des espèces végétales dans tous les compartiments de la biodiversité. On perd des oiseaux, on perd des insectes, on perd des poissons, on perd des mammifères. Et aujourd'hui, ça devient assez alarmant. Et en fait, pourquoi on vit ça aujourd'hui? C'est principalement dû aux activités humaines, on va dire, à la destruction et à la dégradation des habitats naturels. En fait, en artificialisant les sols, en construisant, en fragmentant les habitats, en fait, on va détruire les lieux où ces animaux se nourrissent, se reproduisent et vivent tout simplement. Et tout ça, c'est aggravé par la pollution, c'est aggravé par l'invasion biologique. On appelle ça comme ça, c'est quand on amène des espèces qui n'ont rien à faire dans des écosystèmes et qui viennent prendre la place des autres espèces qui sont présentes, avec de la surexploitation, etc., des ressources. Et du coup, notre travail à nous, c'est d'agir pour la biodiversité en restaurant les écosystèmes. Qu'est-ce que c'est un écosystème? C'est comme on disait, toute la biodiversité, tous ces êtres vivants, mais aussi l'environnement, le biotope autour, l'environnement amorphe, les minéraux, l'eau, etc. Et toutes leurs interactions, encore une fois, ils vivent, ils se nourrissent, ils s'y reproduisent. Donc il faut que toutes ces activités-là puissent avoir lieu dans les écosystèmes. Et pourquoi en fait on cherche à restaurer ces écosystèmes? Parce qu'ils nous fournissent plein de services. Les écosystèmes, c'est le support de la biodiversité. Ils nous fournissent, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces histoires de services écosystémiques. C'est un concept assez intéressant. En gros, ça nous explique tout ce que nous fournissent les écosystèmes. Donc des services d'approvisionnement. En fait, on peut manger grâce aux écosystèmes. On peut se soigner grâce aux écosystèmes. On peut boire de l'eau douce grâce aux écosystèmes. Les services de régulation. Ça va être la filtration de l'air, ça va être la filtration de l'eau, la régulation du climat, toutes ces petites choses-là. La pollinisation aussi, par exemple, c'est un service qui est fourni grâce aux autres êtres vivants qui vivent avec nous dans les écosystèmes. On a des services de soutien, tout simplement le sol où on marche, les nutriments, la photosynthèse, et puis des services culturels. Donc ça, c'est des choses qui sont intrinsèquement liées aux sociétés humaines, hein, mais les écosystèmes, c'est aussi là où on va quand on a envie de voir de la nature. Pour plein de populations, c'est aussi lié à la religion, les espèces qu'on utilise, la valeur esthétique, etc. Donc tout ça, c'est des services qui sont fournis par les écosystèmes. Voilà. Du coup, là j'ai séparé de façon assez schématique les écosystèmes d'un côté et les sociétés humaines de l'autre, pour bien symboliser le transfert de services. Mais il faut bien comprendre que les sociétés humaines, elles font partie des écosystèmes. On n'est pas en dehors, on est dedans. Mais du coup, la qualité de ces services qui sont fournis, ils dépendent vraiment de l'état de conservation, du bon état de ces écosystèmes. Et aujourd'hui, les sociétés humaines dégradent les écosystèmes, mais on peut aussi les restaurer. Et comment on peut faire? Bon, il y a plein de moyens, plein d'outils, mais un des outils qu'on a décidé de porter, on va dire, dans ce projet, c'est les végétaux locaux. Donc pourquoi? Déjà, qu'est-ce que c'est? Je reprends Déjà, qu'est-ce que c'est un végétal local? Moi, quand je vais dire local aujourd'hui, ce sera un abus de langage, ce sera plus court. Ce sera pour dire que les végétaux sont sauvages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sélection, il n'y a pas eu de domestication, donc on a une grande diversité génétique. Ils sont indigènes, c'est-à-dire que ça provient d'espèces méditerranéennes qui sont originaires, on va dire, de la région méditerranéenne. Donc il n'y a pas de compétition avec la flore qui existe déjà, et ça contribue au patrimoine local. C'est également des espèces d'origine locale, c'est-à-dire qui sont produites proches du lieu qu'on va restaurer ou proche du lieu de plantation, de semis. Et ça permet que les espèces soient bien adaptées aux conditions de sol et de climat de l'endroit où on va les implanter. Donc voilà, quand je dis local, je parle de ça. Et du coup, pourquoi finalement ces espèces locales, donc sauvages, indigènes, d'origine locale, sont intéressantes? Eh bien, on est obligé, quand on veut restaurer un écosystème, d'utiliser des espèces
qui étaient là avant les dégradations, des espèces, on va dire, naturellement présentes. Un exemple assez parlant, pour restaurer la communauté d'aigles de Bonelli, on ne va pas reproduire des poules. Ça ne servira à rien. Les poules n'occupent pas la même place dans l'écosystème, elles ne mangent pas la même chose, elles ne vivent pas au même endroit, donc elles n'ont vraiment pas la même place dans le réseau trophique, donc ça n'a pas de sens de multiplier des poules pour faire des aigles. C'est le même principe avec les végétaux. Ça ne sert à rien de semer des mélanges horticoles pour refaire des prairies naturelles. Parce que les fleurs horticoles n'auront pas les mêmes caractéristiques que les espèces sauvages et ne pourront pas remplir les mêmes fonctions tout simplement. Utiliser des espèces sauvages, c'est aussi éviter des risques pour la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme de leurre écologique. Donc ici, c'est un exemple d'un bleuet. Donc vous voyez le bleuet de gauche, qui a été sélectionné pour ses pétales. Donc c'est une espèce horticole qu'on a vraiment sélectionnée pour qu'elle ait le plus de pétales possible. Mais du coup, au fil de cette sélection, on voit que tout l'appareil nectarifère a disparu. Il a été remplacé par des pétales. Donc le bleuet de droite a encore l'appareil nectarifère au milieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces espèces-là horticoles, elles sont très attirantes pour les insectes. Ils vont aller dessus, ils vont s'épuiser dessus, et en fait, il n'y a pas de nourriture. Donc c'est des espèces, des variétés surtout, qui vont détourner les insectes des vraies ressources alimentaires. Je dirais que la version plus de ça, c'est les pièges d'inflation. Donc c'est pareil, c'est encore des variétés horticoles qui ont été sélectionnées pour leur aspect esthétique, mais en fait, leur appareil nectarifère est tellement déformé que quand le papillon va mettre sa trompe, il va rester coincé et il va mourir dans la fleur. Ce que là, c'est encore plus parlant, c'est carrément des sièges à papillons. C'est triste. Donc, si on utilise des espèces sauvages, on sait qu'il n'y a pas de déformation comme ça due à la sélection ou à la domestication. Alors, quand on utilise des espèces sauvages, c'est aussi pour le pool génétique très important qu'on va retrouver. C'est-à-dire qu'on va avoir une grande diversité de milieux de vie de ces espèces-là, on va avoir une grande diversité d'espèces et on va avoir une grande diversité génétique au sein même des espèces. Tous les individus ne seront pas des clones, contrairement à ce qu'on a souvent dans les variétés horticoles, et du coup, il y aura vraiment une belle diversité génétique. Et ça permet deux choses. Ça permet une résilience, comme on disait, des écosystèmes, parce qu'on imagine bien que s'il y a plein de caractéristiques différentes dans une prairie, par exemple, s'il y a une sécheresse, on va dire, il y aura au moins quelques individus qui seront résilients à la sécheresse. Donc on aura toujours une productivité, on aura toujours des plantes, on aura toujours de la nourriture. Si on a des prairies qui sont totalement homogènes, tous les individus sont susceptibles aux mêmes conditions. Et en fait, tout meurt en même temps, on va dire. Donc ça permet une bonne résilience à la fois aux aléas climatiques, mais aussi aux pressions comme les maladies. Et cette diversité génétique, ça permet aussi de conserver un potentiel évolutif. C'est la même idée. Si on a plein de caractéristiques différentes, et qu'on sent qu'il y a une caractéristique qui résiste bien à la pression de sélection, et bien elle va pouvoir se développer de plus en plus. Alors que si on a encore une fois que des individus homogènes, qui ont tous les mêmes caractéristiques, on n'a nulle part pour évoluer. On est bloqué. Donc les végétaux locaux, ça permet vraiment d'apporter une réponse aux enjeux climatiques qu'on est en train de traverser, en se disant qu'on a une capacité d'évolution de ces végétaux-là, et une capacité d'adaptation au climat changeant qui est assez importante et qu'on devrait conserver. Alors sur le volet indigène local, qu'est-ce qui est intéressant? Déjà, on protège la faune et la flore de nos régions. Je pense que vous avez déjà entendu parler des espèces envahissantes ou invasives. Ce sont des espèces, donc pas seulement des espèces végétales, ça existe aussi pour les animaux, mais qui vont venir envahir tout simplement la niche écologique, on appelle ça comme ça, ou l'habitat, ou le spot en fait qu'aurait occupé une autre espèce, mais ne fournit pas du tout les services qu'elle fournissait. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on a la pâquerette des murailles, qui est aujourd'hui toujours vendue comme espèce ornementale. Vous allez dans une pépinière, vous allez dans votre ville, sûrement, je pense qu'il doit y en avoir planté un nid. C'est toujours vendu comme une espèce ornementale, mais pour l'instant, c'est considéré comme envahissant dans plein de régions qui ont le même climat que le climat méditerranéen, qui sont très proches de nos climats. C'est pas encore considéré comme envahissant aujourd'hui ici, mais ça va l'être très prochainement, je pense. Et en fait, du coup, voilà, c'est des espèces qui vont totalement envahir nos espaces. Et, excusez-moi, cette espèce-là est vendue depuis très longtemps. Une autre qu'on a vue depuis un moment maintenant, pour les jardins secs. Donc on est passé à une autre étape, parce que avant c'était quand même le critère.
les jardins secs d'ici. Je ne suis pas sûre de comprendre. Jardin sec, c'est les jardins sans les Autonome, plantes qui ont très peu besoin d'arrosage. Et en fait, l'érigéron, c'est une essence qui était recommandée pour. Oui, mais du coup, les espèces, c'est ça qui est compliqué, c'est que les espèces, bon, souvent les espèces envahissantes, mais souvent toutes ces espèces exogènes, elles ne sont pas forcément mal adaptées à nos contextes, elles se développent très bien. C'est ça le souci aussi. Bah, c'est pour ça qu'elles sont envahissantes. Parce qu'elles se développent très très bien dans nos contextes, mais en fait elles sont plus compétitives, parfois, que nos espèces locales. Et c'est pour ça qu'en fait elles prennent le pas sur tout. Et ça devient problématique justement quand elles font disparaître des espèces locales et qu'elles ne permettent pas de remplacer ces espèces-là quand elles n'apportent pas de la nourriture ou un habitat pour la faune, par exemple. Un autre avantage, je sais pas si vous avez des questions? Non. Ok, désolée. Un autre avantage de ces espèces locales, c'est qu'elles se synchronisent bien avec le reste de l'écosystème. Là, je vais faire une petite illustration avec une frise très schématique. Donc, on a une frise de la pluviométrie et des températures, on va dire en Méditerranée. En bas, on a le cycle de Goutard, Campbellshire. Je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau, c'est un oiseau patrimonial local. Au-dessus, on a une espèce de fleur locale, on va dire. Et encore au-dessus, on a un papillon, pareil. Et on voit que, on va dire, tout est bien aligné. C'est très schématique, hein. Ça ne représente pas vraiment la réalité, hein, mais c'est pour schématiser. Donc on voit que tout est bien aligné. La plante monte en graine quand le bébé Goutard a besoin de manger, puis après il y a des chenilles, le Goutard peut se nourrir, etc. La chenille a mangé les feuilles quand tout est en fleurs, la plante peut faire son cycle, se reproduire, etc. Tout va bien. Si on introduit des espèces non locales, on va dire, leur cycle peut être décalé par rapport au cycle de la faune ou d'autres espèces florales. Et du coup, en fait, la nourriture n'arrive plus au bon moment, le Goutard devrait faire son cycle, il n'y a plus de chenilles, il n'y a plus de machin. Voilà, on voit que tout se décale un petit peu. Et surtout, nous, l'aspect sur lequel on communique beaucoup, c'est le fait que si on introduit des espèces qui ne sont pas adaptées à nos climats, en fait, ça demande un investissement plus important des humains, parce qu'on doit ressemer ces espèces tous les ans, on doit les arroser si elles ont besoin d'eau parce qu'elles ne sont pas bien adaptées, ou alors elles fleurissent trop tard dans l'année et d'un coup, bam, sécheresse pendant l'été. Donc ça implique de passer du temps sur de l'entretien, sur du ressemis, etc. Et c'est un investissement qui est quand même conséquent. Donc voilà, les végétaux locaux, généralement, ils ont un meilleur taux de survie et de développement que les végétaux non locaux, on va dire. Sauf exception, comme je vous dis, il y a des végétaux exogènes qui se développent très très bien et qui se développent même trop bien, qui sont envahissants. Mais voilà, c'est assez général. Et ça permet également de préserver le patrimoine paysager de nos régions. Ok. Du coup, maintenant, on sait ce que c'est des végétaux locaux, on sait pourquoi c'est bien, on sait pourquoi on aimerait en utiliser plus. Mais comment faire? Où en est la filière? Aujourd'hui, on n'a aucun cadre légal qui définisse ce que c'est un végétal local, mais on a un outil qui a été développé à l'échelle de la France, qui est une marque collective qui s'appelle Végétal Local, qui a été donc créée par le réseau des conservatoires botaniques nationaux, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Qui a été créée en 2015 et aujourd'hui elle est animée par l'Office français de la biodiversité. Et du coup cet outil est vraiment un cadre, ça fournit un cadre réglementaire pour savoir ce que sont des végétaux locaux. Tout d'abord, ce qu'a fait la marque, c'est qu'elle a défini des régions. Parce qu'on ne peut pas juste dire d'origine locale comme ça sans savoir à quelle échelle. Donc en gros, elle définit 11 régions, donc là c'est la France métropolitaine et il y en a aussi pour la France hors métropole, qui dit du coup une espèce locale. C'est une espèce qui est produite et utilisée dans la même région, tout simplement. Dans la même région végétale locale. La marque, elle définit aussi du coup un règlement d'usage, comment on peut l'utiliser, qui peut l'utiliser. Donc c'est une marque qui est ouverte à tous. C'est une marque collective, donc tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut déposer un dossier. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la marque, elle certifie des graines ou des végétaux, des plantes. Elle ne certifie pas une entreprise. Donc ça, il faudra le garder en tête. Si jamais vous voyez des entreprises qui disent nous, on est végétal local, il faut demander pour quelle espèce. On ne peut pas juste dire l'entreprise est végétal local, ça n'a pas de sens. Et elle définit également un référentiel technique, c'est-à-dire un document qui encadre ce qu'on produit, comment on le produit. Donc par exemple, au niveau de la collecte,
on va aller chercher des végétaux, les graines mères du coup, ça va être cherché en milieu naturel directement, sinon c'est pas sauvage. La production doit être faite sans multiplication et sans sélection, sinon on limite la diversité génétique. Et il faut qu'il puisse avoir un suivi des graines et des plants pour qu'en fait ce soit un véritable outil de traçabilité, et quand on achète un lot de graines, on sache exactement de quelle région il vient, quelle eau a été collectée, etc. Au niveau des méthodes de production, comment on a ces graines? Comment les producteurs les sortent? Il y a plusieurs méthodes différentes. Moi, je vais vous en présenter 3 principales qui sont entre guillemets des méthodes pour avoir une grande quantité de graines, parce que généralement on s'adresse à des aménageurs, à la SNCF, à Vinci, à des départements, etc. Donc, on peut collecter les graines à la main et ensuite les mettre en culture. Donc ce qu'on fait, on va en milieu naturel, là c'est mon collègue qui est sur un bord de route, parce que c'est des endroits qui sont bien sauvages et avec plein d'espèces très intéressantes. Du coup, on collecte des graines à la main, on les nettoie, on ouvre les fruits un peu, on sèche, etc. Et ensuite, on peut mettre en culture en plein champ. Ça, c'est une méthode qui prend du temps. Hein. Je vous laisse imaginer les générations. On a droit à 5 générations de multiplication dans la marque végétale locale pour forcément pas avoir de pression de sélection, parce que si on continue à multiplier, on s'éloigne des populations sauvages. Donc, on a le droit de multiplier 5 fois nos graines. Donc, ça fait à peu près 5 années, on va dire. Donc ça prend du temps pour avoir une grosse quantité de graines et pour être rentable, parce que vous imaginez le temps qu'on passe à collecter à la main. Ça demande aussi un investissement financier et des terres, en fait, il faut mettre à disposition beaucoup d'espace. Mais ça permet d'avoir en grande quantité une espèce donnée. Donc les stratégies de certains, c'est d'aller produire une espèce très précise, très intéressante, qui est un peu menacée pour en avoir en grande quantité et pouvoir la distribuer. Et les stratégies d'autres, c'est plutôt d'utiliser des espèces qui vont être utilisables partout, sur toute une région, pour être sûr qu'elles seront achetées et pouvoir fournir en grande quantité. Il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes de transfert en mélange, on va dire. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un transfert de foin. C'est tout bête. En fait, on va trouver une bonne prairie intéressante, qui est diversifiée, qui est riche. On va la faucher, on peut presser le foin ou pas, et ensuite on va épandre le foin sur notre prairie qui est à restaurer. Et ça, c'est vraiment top parce que ça peut se faire avec du matériel agricole. Ça y a le coût du foin, forcément, on récupère pas le foin. Mais si on a des prairies en bon état, des prairies en mauvais état, pour les agriculteurs, ça c'est une super chose et ça leur permet en fait de ramener de la diversité sur des prairies qui étaient un peu monoculture de luzerne ou des choses comme ça. Et il y a d'autres méthodes qui consistent à collecter des prairies, et là on récupère que les graines, et ensuite on va semer ailleurs. On n'est pas obligé d'en mettre sur notre foin. Et du coup, là, il y a une méthode qui s'appelle le brossage, qui est assez, on va dire, innovante. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup. Donc, c'est une petite machine qui s'appelle la brosseuse, que vous voyez, qui est tractée par un poil. Et en fait, ça va venir, à la main, il y a une grosse brosse qui va venir fouetter les épis et récupérer les graines. Donc ça, c'est top, parce que ça ne coûte pas la plante. Donc en fait, on peut repasser autant de foin qu'on veut. On peut récupérer le foin après. Et si on a plein d'espèces qui sont à maturité différemment, enfin à 1, 2, 3 semaines d'écart, et ben on peut repasser 1, 2, 3 semaines et collecter vraiment l'ensemble des graines sur une prairie. Donc ça c'est génial, mais il n'y en a pas beaucoup des brosseuses, c'est encore une petite machine qui n'est pas très connue. Mais on peut faire ça avec une moissonneuse batteuse. Voilà, c'est sûr qu'on passe qu'une fois, on coupe les tiges, mais on récupère aussi des graines et c'est assez intéressant. Et en fait ces graines-là, on peut les semer où on veut, on peut faire du stock. Contrairement au transfert de foin où il faut vite déplacer avant que ça moisisse et tout, là, on peut faire du stock, Donc on a des mélanges diversifiés. On ne sait pas exactement ce qu'on a dedans, forcément, hein, contrairement à la première méthode où on va multiplier une seule espèce. Là, on va avoir des mélanges, mais ça peut être top si on veut restaurer les choses, où on n'a pas besoin de connaître précisément ce qu'on cherche à semer. Et la dernière méthode, du coup, c'est pour les ligneux, enfin pour les arbres et les arbustes. Pareil, même méthode, on collecte en milieu naturel. On nettoie les fruits et on met en culture, et là du coup on a des petits godets et on plante. Donc ça se fait principalement en pépinière. Nous ça marche bien pour les espèces ornementales, parce que du coup ils aiment bien planter en godet, tout ce qui est un peu faire des aménagements paysagers, etc. Et voilà, comme disons, on est sur une modalité de plantation, alors que les autres on est plutôt sur du semis, mais bon, c'est de la technicité. Et du coup à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces graines? On peut faire plein de choses. Faire de la restauration écologique. On peut faire des choses dans les milieux agricoles, donc faire l'aménagement paysager. Donc sur la restauration écologique, quelques exemples ici. On peut avoir des opérations de végétalisation. Ici, c'est une piste de ski dans les Pyrénées.
une problématique que les gens dans les Pyrénées avaient, c'est que l'été, ils n'avaient plus l'herbe sur leur piste de ski, parce que les sols étaient hyper abîmés, et il y avait des glissements de terrain constamment, en fait, c'était en évolution constante, et c'était un peu terrible pour les aménageurs. Et du coup, c'est les premiers qui ont vraiment forcé pour avoir des mélanges locaux, parce qu'en montagne, les espèces qu'on utilise chez nous, elles ne tiennent absolument pas. Et ils devaient ressemer tous les ans, ça coûtait extrêmement cher, et en fait, d'une année à l'autre, l'espèce ne peut pas se ressemer dans la montagne. Donc eux, c'est les premiers qui ont vraiment sorti les gros bras pour faire de la production de végétaux locaux. Ça marche assez bien dans les Pyrénées, mais c'est le même type de méthode qu'on peut faire chez nous sur d'autres espèces. Le génie écologique, très simplement, c'est utiliser des végétaux pour faire des aménagements type cours d'eau, etc., maintenir des berges, vous voyez ce genre de choses-là. En fait, c'est utiliser les végétaux comme des outils. Et la restauration de prairies, bon, ça on en a parlé, mais moi je parle beaucoup des prairies parce qu'on parle beaucoup de mélange herbacé dans notre projet. Et on va dire un des gros enjeux, c'est les milieux prairiaux dans nos régions. C'est des milieux qui disparaissent beaucoup et surtout c'est des milieux où on n'a pas de matériel végétal aujourd'hui sauvage, naturel. Donc c'est pour ça qu'on a mis un gros enjeu sur les prairies dans le projet. Au niveau de la gestion du paysage agricole, on peut planter des haies. Je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui est infrastructure agroécologique. C'est quelque chose qui, du coup, on va dire, il y a des aides pour les agriculteurs pour apporter de la biodiversité dans leurs exploitations. Et parmi ces aides-là, il y a des aides à la plantation de haies, il y a des aides au semis de bandes fleuries, de bandes enherbées, etc., vraiment pour amener des pollinisateurs, des animaux sauvages. Et du coup, là, c'est vraiment exactement ce qu'on cherche à faire avec des végétaux. On peut semer aussi dans les vignes, ou on peut faire de l'agroforesterie, donc la culture avec des arbres, etc. Donc c'est vraiment très diversifié. Et au niveau de l'aménagement paysager, pareil, on a des espaces verts, on a des bords de route, on a des pistes cyclables, on a des ronds-points, etc. Et en fait, les végétaux locaux sont adaptés à partir du moment où on a envie de ramener de la biodiversité dans un espace. Donc il n'y a pas de contrainte. Et du coup, on en est où aujourd'hui dans la filière? Et comment vous dire que c'est un petit peu triste. Il n'y a pas beaucoup de producteurs. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de données, en fait. C'est difficile de voir qui produit. Et du coup, les seules données qu'on a, c'est celles de la marque végétale locale, qui va recenser tous ces producteurs. Donc en 2022, on avait 91 en France. Et en fait, ça va très très vite. Par contre, la dynamique de la marque grandit vraiment très rapidement. Du coup, il y a 40 nouveaux bénéficiaires qui ont déposé leur dossier pour être inscrits en 2023. Donc c'est quand même assez intéressant. Et si vous voulez la répartition sur la carte, il y a quand même beaucoup de ligneux. Il y a quand même beaucoup de producteurs de ligneux. Donc arbres et arbustes. C'est plus facile à produire, effectivement. C'est plus facile de produire des végétaux locaux ligneux, parce qu'en termes d'itinéraire et de production, c'est très similaire aux végétaux non locaux. Alors que pour les semences herbacées, c'est un peu plus compliqué, on ne connaît pas bien les itinéraires, on manque de connaissances. Ça demande beaucoup plus de compétences. Et on voit en région méditerranéenne, du coup, qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Non, la région méditerranéenne, elle vient jusque là. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Après, on peut prendre des graines d'ici pour les planter là. Oui, c'est en paquet. C'est en paquet, effectivement. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ici, il n'y a qu'un producteur qui fait vraiment des mélanges de graines herbacées. Et eux, c'est des collecteurs. Donc en fait, il n'y a vraiment pas grand monde qui produit des graines aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, il n'y a personne en région Occitanie qui fait des espèces méditerranéennes, qui produit des espèces méditerranéennes. Donc nous, déjà, pourquoi? Et bien du coup au niveau de l'offre, donc au niveau des producteurs, comme je vous disais, il y a très peu de connaissances techniques. Le souci c'est que c'est des espèces qui n'ont pas été cultivées et surtout qui ne sont pas homogènes. C'est sauvage, c'est très diversifié et quand on sème, on ne sait pas trop ce qui va sortir, on ne sait pas trop comment ça va se comporter. Donc il y a besoin de produire des connaissances sur ça. Malheureusement, les seuls qui ont produit des connaissances, c'est des semenciers et c'est leur métier, c'est leur business. Donc eux, ils ont beaucoup investi du temps, d'expérimentation dans ça, et ils n'ont pas forcément envie de partager leur vie. Donc ça freine beaucoup les nouveaux producteurs qui ont envie de se lancer. Mais aussi, il y a un gros manque de garantie. Comme je vous dis, ils n'ont pas bien identifié qu'il y avait de la demande, pas beaucoup de gens connaissent. Et pour ceux qui connaissent, en fait, ils ont très peur d'investir du temps et de l'énergie et de l'argent dans ce type de production, parce que c'est tellement spécifique. Quand on produit une espèce ou quand on produit un mélange, on le produit pour une région.
Donc il faut être sûr que dans notre espace et dans la temporalité, c'est-à-dire 1 ou 2 ans où on veut conserver les graines, on va avoir un achat. C'est pas de la vaisselle, on ne peut pas le vendre n'importe où, à n'importe qui, n'importe quand. C'est ça le souci. Donc il y en a très peu qui osent se lancer. Et d'un autre côté, du côté de la demande, il y a aussi quelques soucis. Déjà, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les végétaux locaux, qui ne connaissent pas l'intérêt, qui ne connaissent pas la marque, donc il y a très peu de visibilité. Il y a un gros manque de compétences dans les gens qui vont prescrire les mélanges, c'est-à-dire les bureaux d'études, par exemple, les paysagistes. Dès qu'on est aménageur et qu'on veut faire un grand projet, on ne s'en occupe pas, on laisse les paysagistes planifier tout ça pour nous. Et en fait, ça, c'est des métiers qui s'en foutent un peu, mais c'est pas trop leur travail d'aller chercher des trucs les plus écologiques. Leur travail, c'est surtout de faire au moins cher. Et ça peut être un problème. Donc voilà, il y a un gros manque de compétences. Et ensuite, un manque d'anticipation et des pratiques d'achat mal adaptées. Comme je vous le disais, ils ne vont pas se lancer les producteurs comme ça sans avoir de visibilité. Donc c'est compliqué pour eux de se mettre à produire. Le souci, c'est que les acheteurs, eux, ils vont commander, dire dans 2 semaines, j'ai besoin de 20 kg de graines. Vous avez bien compris que si ça prend 5 ans ou 5 générations pour produire 10 kg de graines, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc ça, c'est un vrai blocage. Et aussi au niveau des pratiques d'achat, ils ne contactent pas les bonnes personnes, ça ne passe pas par les bons réseaux, c'est une filière un peu alternative aux réseaux auxquels ils ont l'habitude, donc ça bloque beaucoup. Et l'idée, c'est que nous, on puisse répondre à tous ces freins-là que je vous ai expliqués dans le projet Fleurs Locales. Donc pour répondre à tous ces freins, on avait 3 axes de travail. Produire des solutions techniques, c'est-à-dire comment on produit, des références sur comment on produit, comment on utilise ces mélanges. Structurer l'offre, c'est-à-dire trouver des producteurs, les organiser, être sûr qu'ils aient les bonnes infos, les bonnes compétences. Et sécuriser la demande, donc contractualiser, engager à fond. Et du coup, je vais vous parler du projet. Voilà, donc le projet Fleurs Locales, ça commence en 2020 et ça se termine là le mois prochain. On a travaillé en France, en Espagne et au Portugal, en collaboration, on a fait un peu tous les mêmes activités, mais du coup sur des écosystèmes différents, avec des acteurs différents, une structure juridique finalement différente, et des compétences différentes auprès des partenaires. Et on a travaillé sur beaucoup de prairies, des vignes, des écosystèmes, et principalement du coup sur des espèces herbacées, sur des mélanges herbacés, qui sont vraiment les espèces pionnières des milieux. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur ces espèces-là qui vont vraiment permettre d'entamer l'élaboration d'un écosystème. Sur la conception des solutions techniques, on a fait beaucoup d'expérimentations. On fait des semis, des essais, de la mise en culture. Et tout ça, ça nous a permis déjà d'avoir des listes d'espèces. Tout le monde nous dit ok, je veux bien essayer des végétaux locaux, mais je sais quoi. Du coup, voilà, on a des listes d'espèces. On a des itinéraires techniques pour savoir comment utiliser ces espèces. Et on a aussi identifié des zones de collecte, des bonnes prairies, des fournisseurs qui sont intéressés et qui sont prêts à s'engager. Pour sécuriser l'offre, déjà, on a fait de la contractualisation. On est allé chercher des agriculteurs qui étaient intéressés pour mettre en multiplication des espèces. Donc on a fait des contrats avec eux. Aujourd'hui, les plantes sont en train de pousser dans les serres pour l'instant. On a fait des études de marché, déjà pour savoir quel était l'état de la demande, mais aussi pour vraiment rassurer les producteurs en leur disant regardez, on a telle personne, qui nous dit qu'ils avaient vraiment envie d'acheter des végétaux locaux, qu'ils ont besoin dans le cadre de leurs activités. Et du coup, on a fait des études de marché. Et on a fait aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, de dynamisation. On a fait des journées techniques, des rencontres, comme je disais, pour échanger les connaissances. On a essayé de trouver tous ces semenciers dont je vous parlais qui avaient fait des expérimentations et on leur a dit venez dans le cadre du projet, vous partagez un peu vos infos. Donc ça a été assez intéressant d'avoir des experts en fait qui sont venus nous expliquer et expliquer à tous les agriculteurs intéressés comment produire et comment surtout créer de vrais réseaux d'échange d'informations. Donc bon voilà, on a des infos techniques pour multiplier, on a beaucoup plus maintenant de données économiques pour savoir combien ça coûte de produire, à partir des 3 méthodes que je vous ai présentées tout à l'heure là. Donc, plusieurs scénarios pour produire, mais on sait combien ça coûte, on sait ce qu'on a à investir et on sait quel revenu on peut en ressortir. Et aussi, on a entamé, on va dire, une construction d'un modèle d'organisation. Comment tous ces acteurs-là, comment tous ces producteurs, comment tous les collecteurs, les agriculteurs, les semenciers peuvent s'organiser pour mettre en production et surtout pour répondre à une demande qui est très importante aujourd'hui. Et enfin, sur la sécurisation de la demande, on a fait beaucoup de sensibilisation et d'information. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui aussi, je vous avoue. D'ailleurs, voilà. En France, nous, on a accompagné 3 territoires, le département du Gard,
la commune de Montbazin qui est dans l'Hérault et la commune de Malmoriez qui est dans le nord du Gard. Et c'est dans le cadre de l'accompagnement du département que cette soirée a pu être organisée. Et en fait, avec ces gens, on a essayé vraiment de mettre en place des vraies stratégies donc à l'échelle du territoire pour qu'ils utilisent des végétaux locaux. Donc, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on allait chercher tous les endroits où ils pouvaient utiliser des végétaux et remettre tout ça en cohérence. C'est-à-dire tout ce qui est espace vert, tout ce qui est services environnementaux forcément, mais les routes aussi, les collèges, les jardins et tout ça. On a essayé vraiment de mobiliser tout le monde. Ceci, c'est que tout le monde travaillait un petit peu en silo. Les espaces verts, ils avaient leurs végétaux d'espaces verts, les collèges, ils avaient leurs végétaux pour les collèges, etc. Et personne ne communiquait. Donc ça, on essaie de remettre en cohérence. On a essayé de favoriser le cadre réglementaire. Donc j'allais chercher les élus, les directeurs, etc. pour voir quelle souplesse on peut avoir. Former vraiment les agents. Ça a été extrêmement important. Et sensibiliser. Du coup, voilà. Sensibilisation, formation, engagement dans des stratégies qui vont vraiment impliquer ces territoires-là pour l'utilisation de végétaux. Et dans les autres pays, donc Espagne et Portugal, ils ont fait beaucoup de travail sur les politiques publiques. Juste à aparté, eux, leur loi nationale sur la production et l'utilisation des mélanges d'espèces fourragères est très limitée. Je ne sais pas si vous voyez le principe des catalogues. En gros, c'est des structures comme le BNIS qui vont gérer la commercialisation des semences, et c'est tout breveté. Donc il faut forcément payer pour utiliser des semences, et c'est des semences qui sont homogènes, similaires, toutes bien cadrées. Donc ça ne rentre absolument pas dans les végétaux sauvages, diversifiés, etc. Donc eux, ils sont beaucoup plus bloqués au niveau de la réglementation, donc ils sont fait ce travail-là. Du coup, qu'est-ce qu'on a sorti de ce travail? Beaucoup d'argumentaires, beaucoup de docs de com, essayer de convaincre en fait tous ces acteurs-là, ces élus, ces petites personnes charnières. Un guide de retour d'expérience pour que des gens, d'autres personnes comme nous en fait, puissent reprendre en main l'expérimentation qu'on a fait et puis diffuser, essaimer et que ça se développe sur d'autres territoires, que d'autres territoires puissent s'engager comme ça, avoir des stratégies, être plus ambitieux en fait sur le long terme. Et en fait ça s'intègre très bien, on voit dans les stratégies nationales ou régionales pour la biodiversité, c'est des thématiques qui parlent au département, qui parlent aux communes, mais ils ne savent juste pas comment s'en emparer. Donc l'idée c'est que ce retour d'expérience puisse les aider à faire ce pas. Et enfin des outils pratiques, mais ça peut être un peu trop précis. Du coup la dernière partie c'est comment vous à votre échelle vous pouvez contribuer au développement en fait, à la fois de la filière mais aussi de la restauration des écosystèmes par ces végétaux locaux. Et désolée. J'avais des trucs à vous passer, je ne voulais pas passer. J'avais des petites fiches. Je peux distribuer. Ouais, vous avez des graines? Oui, j'ai des graines aussi. Je passais, par contre, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, mais oui, j'ai des petits sachets de graines. Du coup, ce que je vous passe, c'est des exemples. Bon, c'est des exemples un peu moches, hein, c'est un peu à l'arrache. Mais c'est des petites fiches avec d'un côté une plante locale, du coup, une fleur, et de l'autre côté, de quoi l'identifier, connaître un peu son cycle, savoir comment elle se développe, où est-ce qu'elle pousse, est-ce qu'il y a un petit intérêt fourrager, etc. Donc l'idée c'est qu'on puisse connaître ces espèces méditerranéennes, qu'on puisse les connaître, les reconnaître. Ça c'est des choses que l'on va fournir à tous les... Je ne sais pas si vous connaissez les CPIE, vous passez derrière que vous pouvez... que vous pouvez voir dans les CPIE, c'est des structures d'éducation à l'environnement. Vous êtes très dissipés quand même. Il faut passer derrière les... On vous donne un truc et puis voilà. Du coup, voilà, je vous disais, nous, ça c'est des fiches qu'on va produire et qu'on va passer dans dans plein d'assauts d'éducation à l'environnement et au développement durable qui sont sur les territoires et qui pourront allumer des outils comme ça, des petits trucs tout bêtes, quoi, mais des fiches pédagogiques pour que les gens puissent mieux connaître les espèces locales. Et aussi, il y a plein de documentation sur comment reconnaître les espèces envahissantes.
Donc ça, c'est assez intéressant si jamais vous vous baladez et que vous voyez de la canne de Provence ou de l'ambroisie, des choses comme ça, de pouvoir dire, je vais appeler votre commune, ou de dire, ah, ici, ça commence à se développer, il faudrait arrêter, il faudrait couper, arracher, etc. C'est des petites choses. Ensuite, on peut utiliser des végétaux locaux. Donc comment on fait? Déjà, faire attention quand on achète, se demander qu'est-ce qu'on achète, d'où ça vient, quelles espèces c'est, pas juste acheter ce qui est proposé. Pour ça, sur les arbres et les arbustes, il y a un guide qui va sortir de l'Agence régionale de la biodiversité, qui s'appelle Planton local en région Occitanie, avec du coup pour tout type de milieu, ça va être rangé par milieu, donc milieu humide, milieu sec, etc., des listes d'espèces qu'on peut utiliser, qui sont locales et si possible qu'on peut utiliser en sauvage. Est-ce qu'elles sont certifiées? Ça dépend, c'est bon, on les achète. Oui. Si on les achète chez les gens qui ont la démarche végétale locale, mais en tout cas, c'est des espèces qui peuvent être certifiées végétales locales. Mais après, comme je dis, la certification végétale locale, voilà, se fournir chez des pépinières proposant des végétaux labellisés. Aujourd'hui, il y en a dans le Gard, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Pour les trouver sur le site internet végétal local, vous allez sur le site et il y a tous les producteurs qui sont renseignés et ça vous dit exactement qu'est-ce qu'ils produisent, quelle espèce, etc. Vous pouvez explorer tout ça. Végétal local. Ouais. Donc il y en a dans le Gard. Il y en a dans le Gard de l'épinière, ouais. Il n'y a pas de production d'herbacées, mais il y a des productions d'arbres et d'arbustes, non pas d'arbustes, d'arbustes locaux, ou dans le cas des arbres, mais des petits arbres, des très jeunes arbres, des arbres adultes. Donc on peut faire ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mieux réfléchir à ces projets, projets d'aménagement, mais même à votre échelle, si vous construisez une maison, faites quelque chose comme ça, vous aménagez un terrain, toujours se dire, ah, cet arbre-là, est-ce que je peux pas juste le déplacer au lieu de le couper et ensuite de replanter un truc à côté? Ah, ça, est-ce que je peux pas juste... Voilà, ça peut être intéressant de se demander aussi avant de faire des actions, de se dire, est-ce que je peux pas faire l'économie en fait de l'achat de végétaux, juste en prenant soin de végétaux qui existent déjà. On peut aussi en parler aux élus. Ça c'est un point assez important parce que nous, comme je vous disais, on s'est vraiment concentré dans l'accompagnement sur les collectivités locales. On s'est dit, les communes, les départements, c'est des gens qui ont une capacité d'action assez importante, ils ont du budget et surtout ils ont une vocation, on va dire un rôle d'intérêt général, donc c'est plus facile de les attirer sur ce type de thématique-là. Le souci qu'on a eu beaucoup, c'est « Ah ouais, mais les gens ils aiment pas ça ». Donc nous on va au département, les gens du département nous disent « Ah non, mais les communes ils ne pourront jamais récupérer les végétaux locaux, c'est pas les végétaux auxquels ils ont l'habitude, ça leur plaira pas ». On va aux communes, les communes nous disent « Ah non, mais nous on veut bien, hein, mais c'est les habitants, ils vont râler ». Donc en fait, on sait pas où est le blocage, on comprend pas bien. Mais du coup, c'est vrai que utiliser des végétaux locaux, ça demande un vrai changement de pratique. On ne va pas juste remplacer une espèce horticole par son équivalent local et ce sera pareil, tout sera bien. C'est pas vrai. Parfois, il faut réaménager un espace, parfois, il faut un peu abandonner l'idée d'avoir des gros massifs fleuris toute l'année, etc. Parfois, il vaut mieux avoir quelque chose qui ressemble plus à un espace prairial, qui sera fleuri très régulièrement, quoi, mais ça n'aura pas la même tête. Voilà, le souci, c'est que les élus, ils sont limités par la politique. Nous, on a eu beaucoup de retours qui nous disaient écoutez, moi, je suis là pendant 4, 5 ans, 6 ans, et il faut que je fasse mes preuves sur les 6 ans, je peux pas voir sur le long terme, il faut que je fasse des choses à très court terme. Donc, à la fois pour les budgets, ils se disent putain, cette année, j'ai investi beaucoup d'argent, et l'année prochaine, je ne serai plus là pour voir les résultats. Du coup, ça ne les intéresse pas. Ils veulent qu'il y ait les résultats dans le cadre de leur mandat. Ou, pareil, en fait, ils ont leur petit blocage en disant on pose des projets hyper ambitieux. Et puis 2 ans plus tard, c'est plus le même conseil communal ou départemental, et ils abandonnent le projet. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Nous, c'est vraiment des déblocages qu'on a eu à l'échelle des communes surtout. Et ça vaut le coup d'en parler. Donc, parler de la marque, parler des fleurs que vous avez vues, des fleurs que vous connaissez, et peut-être, je ne sais pas si vous faites partie je ne sais pas comment ça s'appelle, des conseils communaux, choses comme ça, de dire que finalement, c'est pas grave si les espaces changent. Et voilà, la dernière slide, du coup, c'est faire évoluer son regard. Comme je disais, ça ne ressemblera pas... Si demain on utilise des végétaux locaux partout,
forcément, les villes, surtout, on va dire, tout ce qui est aménagement urbain, aménagement végétal, ça n'aura pas la même tête. Est-ce que c'est grave? Moi, je pense pas, parce que je trouve que les végétaux locaux, c'est très beau. Je vous ai mis des photos de végétaux locaux depuis tout à l'heure. Moi, je trouve ça très joli. Mais ce qu'on nous dit, c'est que, par exemple, tout ce qui est mélange horticole, truc ornemental, un peu comme ça, ben, c'est beau, c'est coloré, ça fait propre, voilà. Et d'un autre côté, on nous dit tout ce qui est un peu, c'est pas enfraîché, hein, mais c'est de la prairie, c'est des herbes un peu plus hautes. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça fait pas mal entretenu? Est-ce que ça fait pas sale? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le monde agricole, quand il y a des gens qui vont semer les intervents de vignes, donc bah, il y a de l'herbe entre les vignes, ah non mais ça fait sale, etc. Non, ça fait pas sale. Mais bon, voilà, c'est une culture différente. Et je pense que ça passe par tout le monde en fait de se demander, ok c'est joli, mais est-ce que ça apporte autre chose que juste le volet esthétique? Et ça c'est vraiment, je pense, le truc à retenir, c'est que les végétaux locaux ça apporte tellement plus que ce qu'on peut voir. Ça a vraiment apporté, comme je dis, de la résilience aux écosystèmes, ça a apporté des capacités d'adaptation sur le long terme. On va conserver une grande diversité génétique et on va pouvoir en fait s'adapter à plein de conditions différentes. Si on garde que des espèces horticoles, bah, ça va disparaître. On perd énormément. Et voilà, je pense que je voulais finir sur ça, vous dire que c'est beau et ça sert à quelque chose. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé des freins politiques. Nous, dans la ville de Nîmes, par exemple, on a un service des espaces verts importants. Est-ce que ces services-là sont contactés par votre action régionale? Oui, du coup, on les a vus le 9 mars. On était en atelier avec eux. Il y avait du coup quelques agents des services techniques et il me semble qu'il y avait aussi Oui, il y avait une élue de la ville. Moi, je trouve que Nîmes, ils sont très proactifs sur ce type de problématique-là. Ils ont déjà anticipé le problème. Et du coup, par exemple, les services d'espace vert de Nîmes ont une pépinière locale. Ils produisent des végétaux locaux. Aujourd'hui, ils produisent quelques espèces de milieu, ils cherchent à se développer. Ils sont très intéressés, ils sont venus aux ateliers. Et ils connaissent les espèces. Ils connaissent quelques espèces, en tout cas, ouais. On va peut-être pouvoir faire un exemple. Dans notre comité de quartier, on vient de transformer un parking en zone végétale. Ça serait intéressant qu'on sache s'ils utiliseront ce genre de végétaux locaux. Ça, ce serait intéressant. C'est typiquement le type d'endroit où ce serait pertinent d'avoir des espèces locales. Nîmes, ils sont bien. Vous êtes emmené dans le lycée agricole parce que c'est sur le je crois qu'ils font ça. Pas encore. On est dans ce appel, je repars des jardins d'insectes, les sochettes, avoir les jardins d'insectes à stocker. Voilà, et justement, on retrouve les espèces envahissantes. Ça, pour le moment, ils n'ont pas intégré. On travaille avec une lycée agricole de Chignac, qui est dans les Roues, chez qui on a fait un peu de sensibilisation et surtout on a mis en production carrément des espèces. Donc ils sont assez intéressés par ça, mais par exemple, ils ont aussi en atelier gestion, paysagisme, etc. Et pareil, c'est un peu la catastrophe dans leur pratique. On essaye, en fait, ce qui a été compliqué dans le projet, bon, c'est que déjà c'est une temporalité assez courte, une croissance c'est assez court, et surtout, on a eu beaucoup de mal à atteindre tous ces secteurs un peu intermédiaires, j'ai envie de dire. On a eu beaucoup de facilité à atteindre des agriculteurs qui avaient envie de produire, beaucoup de facilité à atteindre des acheteurs qui ont dit nous on veut utiliser des végétaux locaux, et très peu de facilité à trouver tous les, comme je disais, les prescripteurs, tout ce qui est paysagiste, tout ce qui est école, tout ce qui est bureau d'études. Ça a été très 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 dur. Et il y a un gros problème aussi, j'en ai pas parlé, mais de trouver des entreprises compétentes dans les travaux, c'est très dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut une entreprise de travaux qui nous fait un semis, ils vont labourer le sol à 50 cm, retourner les horizons, tout casser. Ça n'a pas de sens si on veut faire un semis pour la restauration. On leur dit non mais travaillez 10 cm, vous griffez, ça suffit, on n'a pas besoin de retourner tout le sol en fait. Surtout pour semer derrière, c'est pas logique quoi. Et nous, on a vraiment beaucoup de difficultés à atteindre ces... Il y a toute une rééducation à faire puisqu'on est encore très souvent au stade de la fleur jetable. Donc c'est fou le travail qu'il y a à faire.
Ouais, c'est assez dur, c'est assez dur. On a prévu, là on a un deuxième projet qui devrait commencer en janvier prochain. Et on a vraiment décidé de mettre le paquet sur cette profession-là, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un déficit de compétences et de connaissances sur ces choses-là. Mais par exemple, donc ces problématiques de vétusté locaux, tout à l'heure je vous parlais des pistes de ski. Depuis les années 90, ils sont dessus dans les Pyrénées. Et ben, il y a, on va dire, un bureau d'études qui a suivi tout le projet, qui faisait des trucs super. Le mec est parti à la retraite. Et les gens qui sont arrivés derrière, ils sont sortis d'études, ils ont reproduit tout ce qu'ils avaient appris dans leurs écoles, et on a perdu beaucoup de connaissances et de compétences. Et nous, on a beaucoup de mal en fait à faire évoluer les programmes des écoles. Ça, c'est une bataille, et pas seulement les lycées agricoles, mais même les écoles du secondaire, comme je disais, tout ce qui est BTS, etc., pédagogie, l'espace vert, c'est très 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 dur. Déjà, il faut qu'on leur enseigne à peine le bio. Alors le végétal local, c'est d'ailleurs, on développe souvent en bio aussi. On produit souvent sans pesticides. Je voulais vous demander par rapport au réchauffement climatique, les espèces elles vont changer aussi. Oui, du coup c'est pour ça que je parlais du potentiel évolutif. Les espèces vont changer, ça c'est sûr, mais pour que les espèces puissent se déplacer, hein, finalement, elles vont pas changer, elles vont se déplacer. Toutes nos espèces qu'on a aujourd'hui, elles seront bien plus au nord dans quelques dizaines d'années. Mais pour qu'elles puissent se déplacer, il faut qu'elles puissent exister et il faut qu'elles puissent avoir, comme je disais, la diversité génétique pour se reproduire et pour évoluer. Donc aujourd'hui, on travaille sur des espèces qui nous paraissent un peu centrales de nos écosystèmes et on a bon espoir que si la diversité génétique est assez importante, qu'elle puisse évoluer pour s'adapter aux conditions climatiques. Quelles sont les provisions pour la Méditerranée, pour le tour méditerranéen, au niveau Je sais pas à quelle ressource. À 50 ans, 60 ans. Ah, je sais pas, ça dépend à quelle horizon on réfléchit. Mais d'ici la prochaine dizaine d'années, je pense qu'on ne devrait pas changer beaucoup. Le souci, c'est en fait, on ne peut pas vraiment prévoir les dynamiques de population si on ne sait pas non plus quelles sont les dynamiques déjà de restauration et, comme je disais, de destruction d'habitat et d'artificialisation. Il y a des espèces qu'on perd. En fait, on va dire le changement climatique, il est aggravé par les pratiques humaines. L'impact sur la biodiversité est aggravé par les pratiques humaines. Donc si on arrive à faire modifier les pratiques, l'effet du changement climatique évoluera aussi. Donc moi j'avoue que c'est pas mon secteur d'expertise, hein, je sais pas, là j'ai pas vraiment d'infos, mais... Moi j'aimerais savoir si dans vos actions, vous avez des actions d'observation des déplacements des milieux écologiques, justement des milieux vivants. Puisque du coup, quand on monte de plus en plus vers le nord, mais donc justement je reprends la question, le pourtour de la Méditerranée direct, tout c'est l'évolution. Est-ce qu'on observe le cordon rural? En tout cas, c'est pas notre travail au SEM sur ce projet-là, c'est le développement de filière. Je pense que c'est le travail des conservateurs botaniques nationaux, honnêtement. Vous ne travaillez pas, vous? Je travaille un peu, mais c'est pas une problématique dans laquelle on s'est plongé dans le cadre du projet. J'avoue que je n'ai pas la réponse à votre question. Mais oui, c'est observé de sûr, pas par nous de sûr. Mais là, j'avoue que j'ai pas la réponse à vous donner. Est-ce qu'il existe un inventaire citoyen comme sur le modèle des oiseaux? Certains citoyens peuvent travailler avec des scientifiques et observent dans leur propre jardin des espèces d'oiseaux ou d'insectes. Est-ce que ça existe pour le végétal? Alors, moi je connais que les atlas de la biodiversité, qui sont des événements, mais c'est des programmes qui sont animés encore une fois par les CPIE, comme vous disiez, et qui font des animations avec des citoyens, mais ils ne vont pas chez eux, c'est des sorties nature et on identifie, on fait de la prospection en fait, sur plein d'espèces. Le souci c'est que ce type de choses-là n'aurait pas trop de sens pour les végétaux, encore une fois locaux, parce qu'ici on travaille sur des espèces, c'est pas des espèces remarquables, c'est de la biodiversité commune. Oui, mais je vous donne un exemple. Au chemin bas d'Avignon à Nîmes, dans le jardin de ma maman, il y a du glaïeul sauvage. Oui. Ça serait bien qu'elle puisse le signaler. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait de ce signalement en fait.
pas grand-chose parce que de toute façon, on va venir collecter sur une station. Oui, mais s'il y a beaucoup de citoyens qui témoignent, il y a telle espèce dans mon jardin, ou ça peut être intéressant pour vous, non? Moi, je ne vois pas l'usage concret, mais je ferai mon Mais il existe des applications qui permettent à certains sites comme Flora Incognita de remonter la position des espèces par rapport à nos zones. C'est une application qui est gratuite, qui, il y a déjà peut-être un an ou deux, était payante. Elle est maintenant gratuite et je pense qu'elle est collectée avec certaines aides dont j'ignore tout. Puisque en fait, il est nécessaire d'avoir une aide pour pouvoir collecter et exploiter ce type d'application. Enfin, je le donne s'il n'est pas connu, le site Flora Incognita. Dans les espaces naturels, qui n'est pas dans les zones. Non. C'est pas. Alors, la question du naturel, nous on dit naturel quand c'est pas semé ou cultivé. Donc quand c'est pas des espèces horticoles. Donc si à côté de votre maison il y a un jardin qui n'a pas été semé ni cultivé et qui a plein d'espèces sauvages, ça peut être considéré comme naturel à notre sens. Mais le souci c'est que soit vous êtes collecteur, donc vous allez collecter dans votre jardin, mais nous on ne peut pas venir toquer à votre porte et dire j'ai vu sur le site que vous aviez un glaïeul sauvage, j'arrive. Voilà. Il y a beaucoup de réglementations en termes juridiques sur la collecte. Et du coup, c'est vrai que, en fait, en termes de rentabilité, c'est pas top d'aller sur des terrains privés ou des petits spots privés juste pour récolter quelques stations d'espèces. Généralement, on va dans des lignes naturelles. On fait ça sur les zones du département, on fait ça comme disant en bord de route, on fait ça. On peut aller collecter dans le jardin privé. Mais, par exemple, pour les collecteurs qui collectent des graines d'arbres, des fruits d'arbres, ils vont souvent dans des forêts privées. Mais du coup, ils demandent aux propriétaires. Et là, par contre, ils ont 2-3 hectares. Donc, c'est rentable de se déplacer et de faire l'effort de demander au propriétaire. Mais rien n'empêche à l'échelle de l'individu de ramasser des graines là où on passe, là où c'est possible, là où c'est accessible, de ramasser des graines, des fruits, des graines et tout, et de les semer soi-même. Alors moi, je dirais qu'il faut faire attention sur ce type de choses-là. Parce que si on n'est pas sûr de l'espèce, en fait, des fois, on peut diffuser des choses qui sont pas très bonnes. Il y a plein d'espèces, bon là je vous ai mis des espèces qui sont assez facilement identifiables, mais il y a plein d'espèces où c'est trop difficile de faire la différence entre la variété sauvage et la variété non sauvage. Moi je dirais que ça n'a pas trop d'intérêt. À moins qu'on sache par exemple qu'on a derrière nous un champ qui n'a pas été semé depuis, je sais pas, 50 ans, qui est en libre évolution, et on se dit je vais aller récupérer des graines et les semer dans mon jardin, ça c'est pas gênant. Mais à grande échelle, ça Et pourquoi c'est plus facile les ligneux que les pâturages? Ok, deux choses. Les ligneux, comme je vous disais, c'est... On récupère les graines des arbres. On récupère les graines des arbres, enfin on récupère les fruits, on nettoie les fruits, donc on enlève, en fait, on enlève toute la pulpe, on récupère la graine, on met la graine dans un godet et on laisse pousser. Et ça, c'est à peu près la même chose que dans les non-ligneux, en fait. C'est l'achat est le même, en fait, on dit je veux un godet, je sais pas, de frêne, je récupère une frêne en pot. Ce qui se passe avec les végétaux herbacés, c'est qu'on n'a pas un individu, on a des mélanges de graines. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas, je sais pas comment dire, ça ne sert à rien de semer une seule espèce. Le but, c'est quand on veut de l'herbacée, on veut des mélanges, on veut une diversité d'espèces. Parce que de toute façon, en espace naturel, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu dans la nature une espèce qui est dans une prairie, par exemple. Ou alors, c'est des prairies semées. Donc en fait, ça demande d'avoir les compétences pour reconnaître les graines, cueillir les graines, multiplier les graines sur plusieurs générations, encore une fois. Donc ça demande du temps et de l'argent. Et ensuite, de faire des mélanges. Oui. Et ensuite, de faire des mélanges. Donc pour faire des mélanges d'espèces, il faut savoir les espèces qu'on a, il faut pouvoir commander qui a l'approvisionnement de tel machin, il faut savoir quel pourcentage on va mettre dans les mélanges et tout. Donc ça, c'est assez compliqué. Pour la collecte de prairies en mélange, comme je vous disais, là, tout ce qui est transféré du foin, tout ce qui est brossé, moissonné et tout, c'est des méthodes qui sont très peu utilisées aujourd'hui parce que, encore une fois, on ne passe pas par les réseaux traditionnels. On ne peut pas appeler Gazon de France
et lui dire je veux un mélange de prairies naturelles. Ça passe par des réseaux agricoles, ça passe par des filières un peu alternatives. Et aujourd'hui, les grands acheteurs, on va dire, n'ont pas l'habitude de faire cet effort-là, de sortir de leur système de je fais mon marché à mon bureau d'études commande à son fournisseur habituel et c'est plié. Donc c'est toutes ces étapes complémentaires qui demandent plus de temps de la part des acheteurs et de la part des bureaux d'études qui font que l'utilisation des végétaux herbacés locaux est beaucoup plus limitée que les végétaux locaux. Et après, au niveau du prix, par rapport au marché non local standard, ouais. Voilà, ça dépend. C'est 4 fois plus cher, ça dépend des espèces. Ça dépend des espèces. J'ai pas de réponse à vous donner précise. Hein. Ça peut aller de pas 10% plus cher selon les espèces qui vont être très faciles à collecter, qui vont être très faciles à multiplier, qu'on va pouvoir produire en grande quantité, à peut-être 10, 15, 100 fois plus cher pour des espèces on ne sait pas où les collecter, du coup il faut passer très longtemps à prospecter. En fait ça c'est du temps en fait, qu'on passe pour des espèces où il va falloir semer 10 fois plus parce qu'elles sortent très mal de terre, elles germent très mal. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des espèces qu'on choisit. Nous ce qu'on fait parfois c'est que par exemple on propose de faire des mélanges, donc encore une fois sur tout ce qui est graines, semis, on propose de faire des mélanges d'espèces locales et d'espèces non locales pour réduire les coûts, mais pour quand même apporter de la diversité dans ce qu'on va semer. Pour nous, c'est un compromis qu'on fait pour limiter les coûts et pour se dire au moins il y a un achat de graines locales, au moins ça fait vivre les producteurs et au moins il y en a plus qui vont se lancer dans la production. Et à terme, on espère pouvoir semer des mélanges 100% herbacés partout. Mais ça, on verra bien. Pratiquement, comment on fait si dans un jardin ou autre on veut semer dans une prairie, à qui on s'adresse? Alors, aujourd'hui, pour les herbacées, si on veut semer des graines herbacées, moi je vous dirais soit vous connaissez des agriculteurs autour de chez vous, et si vous n'en connaissez pas, il faut attendre que la filière se développe. Il n'y a pas de truc, c'est nouveau, mais... En fait, je dirais que vu l'état de la filière actuelle, vous, si vous voulez semer, je ne sais pas combien vous avez, mais genre 500 mètres carrés de jardin, personne ne va faire l'effort de faire une collecte de prairies ou faire un transfert de foin pour 500 mètres carrés, ou alors ça va coûter extrêmement cher. Non, mais je me demandais à qui on pouvait s'adresser pour avoir justement ces mélanges de graines. Eh bien ça, comme je disais, aujourd'hui en Occitanie, il y en a pas. Il y a des ligneux, si vous voulez acheter des plants locaux, il y en a. Et si vous voulez acheter des mélanges de graines locaux, vous pouvez aller voir. Aujourd'hui, le seul. Je vous remets la photo. Demande à Xi Jinping. Là, du coup, il y avait. Voilà, donc ici, il y a un producteur qui fait des semences herbacées. Il s'appelle Phytocell. Et Phytocell. Donc c'est le seul producteur en région méditerranéenne qui multiplie les grains, qui travaille avec des agriculteurs, qui font la multiplication et ensuite qui fait ces petits mélanges de grains. Lui, il travaille surtout à très grande échelle, on va dire, il travaille pour ASS, donc France, il travaille pour BRL, il travaille pour une grosse structure comme ça, où c'est des gens qui ont besoin d'acheter des grosses quantités. Donc je ne sais pas du tout s'ils vendent en particulier. J'avoue, je ne sais pas parce que c'est des gens qui travaillent à très grande échelle, qui nous ont rentabilisé forcément la production. Ensuite, bon, je pense qu'il manque des plantes parce que là, il y a une pépinière dans l'Hérault maintenant. Et ce petit point rouge en haut de la zone, ça, en haut du Garoui. Là, c'est des graines de ligneux, ça c'est Filon Vert. C'est une association de collecteurs. Donc, pour l'instant, ils sont sous le nom de Filon Vert. Et l'année prochaine, ils s'appelleront les Semenciers du Midi. Donc, c'est un groupe de 6 collectrices et 1 collecteur qui ramassent principalement des graines de ligneux. Et ils vendent aux pépiniéristes autour. Donc ils fournissent quasi toutes les pépinières localisées. Oui, je voulais vous demander, est-ce que récolteur est un métier? C'est une question difficile à répondre. Le métier de récolteur, déjà il faut avoir des connaissances botaniques, donc ça demande plein de compétences. Par contre, le souci c'est que c'est très tendu, mais sur 100 mois de l'année. C'est, on va dire,
mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, et là c'est dense. Et en vrai, on peut retirer un SMIC sur la collecte. Ça dépend des temps de déplacement, les frais de déplacement, etc. Ça dépend du temps qu'on va mettre à nettoyer les graines surtout. Et ça, c'est très chronophage. Mais c'est intéressant, mais en fait, voilà, c'est pas un métier à l'année. Donc souvent, c'est des associations qui se mettent en réseau et qui pendant voilà, 4-5 mois font que ça. Mais nous, on aimerait bien que ce soit un métier. Un des gros enjeux de la filière, c'est de développer cette profession-là et vraiment de la professionnaliser, hein, qui est vraiment des professionnels de la collecte. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de pépinières qui me disent « Ah ouais, j'ai envie de faire du végétal local, mais collecter, ça prend du temps, je sais pas où aller, machin. Il faut que je trouve quelqu'un qui me fournisse. » Et aujourd'hui, donc fil en vert, les pauvres, c'est le seul vrai gros collecteur en région méditerranéenne, et ils sont sous l'eau. Ils ont des pépinières qui leur demandent des graines à non plus pouvoir. Et du coup, on aurait besoin de plus de collecteurs, mais voilà, c'est un métier qui est assez compliqué, qu'il faut combiner avec d'autres types d'activités. Du coup, nous, pour vous dire, dans le cadre du projet, on a décidé de monter une SIC, qui est une société collective d'investissement, d'intérêt collectif, c'est ça, une société, je sais pas quoi, d'intérêt collectif. En gros, c'est une structure juridique qui permet à des autorités publiques, donc des communes, des départements, etc., de s'associer avec des privés, et on peut avoir dedans des producteurs et des acheteurs. Donc ça, c'est top. Ça marche un peu sous le même principe que les ABAP. Je ne sais pas si vous connaissez les ABAP, où en gros, on a un contrat avec son agriculteur qui nous fournit un panier de légumes. Mais là, ce sera un peu le même principe, qu'on puisse commander les graines en avance. Et on s'est dit, quel type d'activité on aurait besoin d'intégrer à la SIC? Qu'est-ce qui manque en fait sur le territoire? Et bien, c'est les collecteurs. Donc nous, on aimerait bien attirer des collecteurs. On est en contact avec quelques personnes qui sont intéressées. Nous-mêmes au SEN, en interne, on a des botanistes qui se disent, en vrai, je passe déjà pour mon travail, je passe des journées sur le terrain. Pourquoi pas ramasser des sacs de graines et les passer à une structure qui puisse être labellisée, qui puisse mettre en production ces graines. C'est une mission qui est assez tendue aujourd'hui et qu'on a bien identifiée, mais si vous voulez vous collecter, dites-le parce que... Les lycées agricoles, ouais, on les a un peu mobilisés aussi dessus pour faire des grosses sessions de collecte. Mais comme je vous dis, en fait, nos botanistes en interne, ils sont très réticents à proposer à des non-botanistes de collecter. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas bien, surtout les espèces herbacées, c'est difficile à reconnaître. Si on ne connaît pas bien, on peut faire des bêtises. Mais il y a des espèces qui sont très reconnaissables. Par exemple, j'ai des fruits de luzerne ici. Donc c'est, il me semble que c'est Medicago Scutanella, il me semble. Donc c'est des fruits qui sont assez reconnaissables, c'est des petites spirales. Donc dans des graines comme ça, c'est des fruits, dans ces fruits comme ça, il y a une dizaine de graines à peu près. Du coup, nous on en a récolté pas mal. Et voilà, ça par exemple, tout à l'heure je vous ai montré une photo d'un terrain en vide semé. C'est un dossier expérimental où on a ramassé à la pelle, vraiment tout tranché, et on a ramassé des poignées entières. Mais ça c'est une espèce qui est hyper reconnaissable, mais les autres, il y a des mélanges en fait où on trouve très peu la différence des fruits. Ça c'est un peu compliqué. Le coquelicot en fait partie. Ouais, le coquelicot on a un peu en débat dessus parce que du coup c'est une espèce qui n'est pas indigène. C'est pas méditerranéen. Mais c'est tellement là depuis longtemps, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce qui est là depuis tellement longtemps qu'elle est presque assimilable aux espèces méditerranéennes. Mais surtout, ça ne pose pas de problème de non l'utiliser en la semée, etc. Ça ne pose pas de problème de l'utiliser parce qu'en termes de fonctionnalité, c'est une fleur qui reste très fonctionnelle et coquelicot sauvage. Donc c'est pas un souci, si on veut ramener de la biodiversité, c'est parfait aussi d'utiliser les coquelicots. Et les résultats immédiats. Oui. Ça c'est fou, les coquelicots c'est vraiment fou par contre. Ouais. Est-ce qu'un pépiniériste qui aurait un pied noir dessus une graine végétale locale, est-ce qu'il peut les années suivantes servir de ce pied noir, ou alors est-ce qu'il est dépendant chaque année de devoir retourner le plan auprès de... Donc a priori sur le principe, le cadre du coup qui est posé par la marque pour vraiment assurer qu'on garde la diversité génétique, c'est que chaque année, on doit, quand on est pépiniériste, on doit refaire notre stock de graines mères. Il y a des dérogations possibles, donc pour des espèces qui sont très difficiles à collecter en graines,
genre le saule, c'est hyper difficile à collecter et c'est très demandé dans tout ce qui est restauration de cours d'eau et tout. Ils font des parcs à dos. Donc ça c'est autorisé, mais du coup il faut faire un parc, avoir une certaine diversité dans le parc et s'assurer qu'on ne sélectionne pas les arbres qu'on préfère pour faire des boutures, qu'on sélectionne pas tous les arbres. Il y a aussi une dérogation possible sur les parcs à graines. Même principe, on fait des parcs et là on va collecter les graines dans les parcs. Donc il y a des dérogations possibles et il faut pouvoir justifier que la collecte en milieu naturel est très difficile, ou qu'il n'y a pas de producteur, ou que c'est voilà, compliqué. Mais sinon il y a des dérogations possibles parce qu'effectivement c'est toujours, si on doit à chaque fois racheter des pionnières pour les pionnières qui n'ont pas l'habitude de faire cet investissement-là. Je voulais vous demander, est-ce que vous intervenez un peu en Lozère ou dans ces coins un peu de montagne où, alors, c'est le phénomène inverse, on voit maintenant des prés qui étaient des prés pleins de fleurs qui sont retournés, semés, et ils sèment une année le blé, une année... voilà. C'est catastrophique, et puis la veille, il n'y a plus rien. C'est le contraire de... c'est vraiment l'antithèse de ça, et pourquoi sensibiliser ce genre de truc? C'est la folie, vous aviez des prés de semer le printemps, c'était une merveille, maintenant c'est une mauvaise herbe et de conserve, voilà, de plus. Après, donc nous, donc ça c'est plus hors du projet, hein, c'est ce type d'action-là. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille un peu dans le cadre du Conservatoire d'espaces naturels aussi. On fait de l'accompagnement aux agriculteurs, principalement, on les accompagne dans le cadre de certains projets. Mais en fait, ce qu'on aimerait faire pour atteindre ces gens-là, c'est mieux travailler avec les champs d'agriculture qui sont au plus proches en fait, des agriculteurs. Et en fait, c'est des milieux qui sont assez... récalcitrants, pour le dire comme ça. Ils sont assez compliqués à convaincre et en fait, ce qu'on nous ressort toujours, c'est l'impératif économique. Oui, mais alors on peut... Alors, nourrir le monde, c'est facile, mais le souci qu'on a, c'est que c'est des gens qui voient à très court terme. L'investissement qu'on fait en conservant des prairies naturelles, c'est un investissement qu'on ne voit peut-être pas, mais qui sur le long terme nous rendra service. Là, sur très court terme, eux, ils vivent sur quelques années. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas de pression dessus. La seule chose qu'on peut faire et qu'on essaye de faire, c'est faire beaucoup de lobby, et notamment en essayant de s'emparer un peu de la nouvelle PAC, et la politique agricole commune. On a un petit levier là, sur la nouvelle PAC, où en gros, il y aura des aides donc découplées, donc, qui ne seront pas liées à la production, mais qui seront allouées aux agriculteurs selon leur surface de prairies naturelles. Donc ça pourrait être un levier économique en fait pour dire aux agriculteurs, gardez-les, ça a de la valeur. Donc il faudra avoir une aide dessus. Et puis aussi, il y a toutes les aides du deuxième pilier qui fournissent. Donc ça, c'est un revenu, ce dont je vous parlais, c'est un revenu complémentaire qui est lié à la surface des prairies naturelles. Il y a aussi des aides ensuite pour les bonnes pratiques agroécologiques. Mais je pense que tant que ce sera toujours plus intéressant économiquement de retourner des prairies et de semer du blé que de faire des bonnes pratiques, honnêtement, je ne sais pas, ça me déprime un petit peu aussi sur ça que ça n'avance pas et voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu triste de voir disparaître les prairies, les prairies avec des fleurs et tout ça, pour avoir cette espèce d'herbe affreuse. Moi j'aimerais bien me demander aussi pourquoi les agriculteurs font ça. Je pense que c'est parce qu'ils sont en difficulté économiquement et je pense qu'ils devraient juste être mieux rémunérés pour leur travail. Je pense que c'est là que ça vient aussi. C'est dur de dire aux agriculteurs ne retournez pas vos prairies, gardez des prairies naturelles, etc. Le problème il ne vient pas des agris. Le problème il vient encore au-dessus du fait qu'ils ne sont pas bien rémunérés et qu'ils ne peuvent pas investir en fait. Je pense que ça leur brise le cœur aussi pour leur patrimoine de paysager, être perdu pour semer du blé et du tournesol et arroser et machin et tout. Mais voilà, je pense que c'est des problèmes qui en ont tellement haut. Donc, autrefois, dans les champs de blé, on voyait beaucoup de fleurs, ça vient d'un problème des pesticides. Ouais. En fait, tout est lié. Ouais, tout est lié, ça vient du problème des pesticides, ça vient des pratiques aussi, des mélanges qu'on utilise, qui sont aussi... Avant, on avait dans les champs de blé, personne ne semait des bandes herbées avant. C'était les messicoles,
qu'on avait naturellement, qui étaient cultivées avec les cultures alimentaires, quoi, et qu'on gardait et qui se reproduisaient toutes seules. C'est aussi le souci maintenant. Il y a des programmes qui visent à protéger aussi ces espèces mythicoles qui accompagnent les cultures, parce qu'elles disparaissent également, elles sont également en danger. Voilà, Tout à l'heure, vous avez parlé des haies. Est-ce que c'est vraiment compris maintenant dans le monde agricole que ce qu'on a rasé comme laine, il fallait le planter? Vu les programmes de relance qu'il y a eu sur les haies, je pense que là c'est bien rentré. Il y a encore beaucoup de programmes là, à l'échelle des départements, beaucoup avec des plans de haies, machin du. Je ne sais pas si vous connaissez la FAC, qui est une association des forêts. C'est une des associations qui a fondé la marque végétale locale, qui travaille du coup avec les agriculteurs pour tout ce qui est plantation de haies. Et ça, vraiment, moi je pense que c'est assez bien compris. Et puis, du coup, ça coûte pas cher de planter des haies aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide pour planter des haies. Et par contre, il n'y a pas beaucoup d'aide pour produire des arbres locaux. Donc, ils plantent des haies non locales. Pas encore. Voilà. Je sais pas si... Écoutez,